est-ce qu'on peut parler de la place des cabinets indépendants dans le conseil patrimonial ? Ce qu'on attend d'un partenaire, c'est qu'il nous renvoie des modalités de fonctionnement qui nous ressemblent. J'apporte une expertise, j'apporte une compétence particulière et je vais côtoyer, grâce à ton entremise, d'autres compétences et le tout va faire quelque chose de sublime en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que ça va être une solution transversale, contextualisée et personnalisée. C'est notre 12e épisode aujourd'hui. Comment vas-tu ? Très bien, je vais très bien, surtout que le sujet du jour est enthousiasmant. Ouais, hyper enthousiasmant parce que c'est forcément une question cruciale que doit se poser chaque investisseur. C'est: ai-je le bon écosystème ? Suis-je bien entouré, je commence bien. Voilà, on va penser à la vie avant la succession et l'enterrement sera un sujet aussi plus tard. Entouré et conseillé surtout. Ouais. Pourquoi ce sujet ? En fait, ce sujet, c'est de dire finalement que votre conseil n'est pas une boîte fermée, c'est un système, en fait, un branchement que votre conseiller, au travers des années, et plus il est expérimenté, plus il l'a fait, a constitué en se mettant en relation avec toute une série d'acteurs qui lui donnent des expertises, des compétences, des éclairages complémentaires au profit du client final. Donc, il est très intéressant de se renseigner sur la façon dont son conseiller est branché, si je veux garder mon analogie, parce que c'est ça qui fera sa force et son objectivité, son indépendance, entre guillemets, même si on rappelle que réglementairement, nous sommes dépendants de nos partenaires, mais en tout cas, cette approche un peu libérale des choses. D'où l'idée de parler de l'écosystème qui donc peut être constitué de sociétés de gestion, d'assureurs, de promoteurs, mais aussi d'avocats, de notaires, d'experts comptables, de confrères, de spécialistes, d'à peu près tous les gens qui peuvent nous aider dans notre rôle de conseil final. Ce qu'il se dessine là, c'est aussi le spectre, le cadre de toutes les missions diverses et variées d'un CGP, et donc d'être bien entouré, d'avoir un bon écosystème, ça se résume parfois à une personne qui, lui, a les compétences et les accès à toutes ces autres fonctionnalités transversales et ses métiers. C'est ça aussi que tu veux dire. Un client me disait hier, d'un certain sens, ce que vous me dites, ça me rassure beaucoup. Oui. C'est ce qu'il m'a dit hier quand je lui ai parlé de ça, parce qu'en fait, il m'a dit, vous ne pouvez pas tout savoir et tout faire. Donc, c'est rassurant de savoir que vous êtes épaulé. C'est aussi un signe d'humilité, on ne va pas se le cacher, hein. C'est un positionnement important. On a un invité du coup aujourd'hui pour en parler. Alors justement, parce que toi aussi tu as besoin d'être épaulé en quelque sorte par quelqu'un d'ailleurs qui accompagne les cabinets pour leur valorisation, c'est Thierry Scheur. Salut Thierry. Bonjour. C'est ton parrain, c'est votre parrain en fait. Quand Karine m'a demandé mais quel est le rôle de Thierry Scheur pour Yvan Boutier, il faut rappeler que je suis associé d'un groupe de CGP qui s'appelle InCommon. InCommon, c'est un think tank, donc c'est un cercle de réflexion, mais qui nous amène à mettre en œuvre toute une série de choses concrètes pour nos cabinets et donc pour nos clients. Et donc Thierry est invité parfois à se joindre à nous pour y réfléchir. Et je me suis dit que c'était le rôle du parrain, celui qu'on voit parfois, qu'on aime beaucoup et qui nous sert parfois un peu de modèle. Voilà. Alors, le parrain saurait-il répondre à cette question, à cette concentration dans le secteur financier des différents acteurs comment se constituer un bon écosystème. Alors, tu t'as mis les pieds dans le plat tout à l'heure en disant, c'est aussi à mon grand âge, mais ton expérience aussi explique cela, j'imagine ? Absolument, oui, effectivement, j'ai la chance d'avoir vécu beaucoup d'expériences. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on se penche un peu sur ce sujet, sans se pencher déjà sur le berceau, parce qu'en tant que parrain... du filleul. Du filleul, voilà. En effet, j'ai porté sur les fonds baptismaux, si je reprends ton analogie, un certain nombre de partenaires qui se lançaient dans cette activité, mais un certain nombre de projets surtout. Et je pense que les projets aujourd'hui évoluent en fonction de notre environnement, qui lui aussi est extrêmement changeant. Donc moi, ce que j'adore dans ce métier, ce qui
arrive à fabriquer justement cet écosystème auquel j'apprécie beaucoup de contribuer, très modestement, mais néanmoins. C'est parce qu'il faut toujours avoir une idée d'avance, anticiper ce qui va se passer, comprendre les différentes interactions entre le juridique, entre le financier, entre le fiscal, etc. Ce sont des mondes qui sont infinis. Et c'est ça qui est intéressant, qui est complexe. Donc bravo pour le métier que tu fais, parce que je ne saurais pas le faire sûrement. Et moi, très modestement, je vais essayer d'apporter des solutions qui vont te permettre de sublimer finalement ton conseil ou les prescriptions en matière de produits et de solutions que tu pourras proposer à des clients. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse chez vous, conseiller en gestion de patrimoine, mais également donc tous ceux qui accompagnent la réflexion, la connaissance même des produits, des solutions, la compréhension. Tu sais combien je suis attaché à tout ce qui est formation, accompagnement et compréhension. Ça fait. Alors, comment évolue ce métier, ce marché de la gestion de patrimoine ? Si je le savais. Heureusement. T'as vu le métier se transformer. Absolument. Forcément. Absolument. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. C'est que justement, au gré d'input de nature économique, de nature financière, de nature fiscale, de nature commerciale aussi. Réglementaire. Réglementaire. Je l'avais oublié celui-là. Ouais. Et pourtant. Il pèse, mais ce sont aussi des sacrées opportunités qui se présentent à nous. Bien sûr. Et à chaque fois qu'on a des contraintes supplémentaires, effectivement, pour moi, sont des creusets d'opportunités qui sont vraiment intéressants. Donc ça nous force, nous fournisseurs, si je me qualifie de cela, à trouver des solutions qui soient intelligentes, intelligibles, évolutives, et on a fait évoluer les choses aussi de façon très importante, y compris en matière technologique. Donc on a beaucoup utilisé bien sûr. l'IT par exemple, et maintenant l'IA qui vient se greffer là-dessus. Pour nous, fournisseurs, ce sont des zones de développement, de déploiement intellectuel et commercial qui sont formidables. Par exemple, Thierry a été l'instigateur du premier produit structuré sur le secteur de la santé. Okay. Voilà, là on est dans ces choses qu'il faut il faut innover, il faut développer, il faut tester. Alors justement, puisqu'on est dans ces innovations, ces tests et en tout cas ces évolutions, est-ce qu'on peut parler de la place des cabinets indépendants dans le conseil patrimonial ? En fait, le cabinet indépendant, donc on parlait tout à l'heure de l'évolution du secteur. Il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance au regroupement, c'est-à-dire à la concentration, quand des cabinets se rachètent entre eux pour devenir plus grands et atteindre une certaine taille pour peser plus. Il y a un autre chemin, en fait, qui est celui de rester indépendant au sens capitalistique du mot, et de développer une offre qui soit complètement axée sur le sur-mesure. C'est sûr que plus on grandit, plus le sur-mesure pour chaque client devient une difficulté. Là, on y voit plutôt quand on a une structure importante, quand on a beaucoup racheté de cabinets, un moyen d'avoir plus d'organisation, plus de structuration. Nous, dans notre univers plus petit, entre guillemets, c'est le sur-mesure, c'est la réactivité, c'est le temps passé, c'est l'expérience consacrée, le fait que le dirigeant soit au plus près de sa clientèle. Donc c'est un modèle différent. Je voulais rappeler ces tendances-là. Et quand tu dis quel est le rôle d'un cabinet de ce type, c'est d'être justement un précurseur, de sentir les choses évoluer, de se rapprocher de gens qui sont eux-mêmes au courant de l'évolution de certains secteurs de pointe. Et plus on est dans un environnement mouvant, ce qu'est le quotidien d'un CGP, on en avait parlé dans d'autres épisodes, plus il nous faut des marins dans le bateau, des vigies pour pouvoir voir ce qui se passe et que le bateau arrive à bon port. Quel est le rôle des partenaires dans cet écosystème ? Alors, le rôle des partenaires, c'est d'abord de bien comprendre justement l'évolution de ce métier, de l'accompagner, ce métier, et de l'anticiper aussi, d'anticiper ces évolutions. C'est sûrement ça qui est la chose la plus difficile, et de pouvoir également prendre conscience qu'on est un petit élément dans l'ensemble du puzzle que vont constituer donc les cabinets et les conseillers auprès de leurs clients. Donc on est une pièce
une pièce qu'on espère essentielle, un maillon de la chaîne, mais ça c'est important. Et il faut qu'on arrive à avoir l'humilité pour dire attention, on ne sait pas tout, on va contribuer soit à la performance, soit à la qualité du conseil, etc. Mais on n'a pas la prétention d'adresser l'ensemble du spectre des solutions. Et donc on se spécialise dans un domaine plutôt qu'un autre. Et moi je qualifierais aussi le conseiller de spécialiste en médecine générale. C'est un terme que je trouve toujours un peu particulier, mais je crois que c'est bien ça. Il sait coordonner, il sait ordonner, orchestrer. Alors aussi, le chef d'orchestre, bon, c'est aussi un élément important, mais il sait orchestrer effectivement les différentes compétences. Moi, j'apporte une expertise, j'apporte une compétence particulière, et je vais côtoyer, grâce à ton entremise, eh bien d'autres compétences, et le tout va faire quelque chose de sublime en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que ça va être une solution transversale, contextualisé et personnalisé. Moi, j'ai envie de te dire, du coup, qu'est-ce que tu attends du rôle d'un partenaire ? En fait, j'ai réalisé il y a pas très longtemps en tant qu'entrepreneur que on finissait de fil en aiguille à se rapprocher beaucoup de gens qui nous ressemblent. Et c'est ça que l'écosystème représente. C'est un ensemble ordonné de personnes qui ont, je dirais, la même veine, la même façon les mêmes objectifs, et après chacun a son parcours, son expérience, sa valeur ajoutée. Mais c'est vrai que quand on est un cabinet de taille modeste et qu'on n'a pas d'acteur au capital majeur, ça veut dire qu'on appréciera d'être au contact de gens très pointus, très accessibles, très agiles, parce que ça va ressembler à ce qu'on est nous, en fait. Donc, ce qu'on attend d'un partenaire, c'est qu'il nous renvoie des modalités de fonctionnement qui nous ressemblent. C'est aussi un challenge parce que comme notre but, c'est de faire du haut de gamme, ça veut dire que le partenaire doit faire le moins d'erreurs possible, les traitements les plus diligents possibles. Donc, ça met parfois la barre un peu haute pour les back-office, notamment de nos partenaires. Alors, une fois qu'on a constitué cet écosystème, ça peut parfois prendre du temps aussi. Comment est-ce qu'on... C'est infini même, voilà. En théorie. Oui, on le renouvelle tout le temps. Comment on teste sa solidité ? Voilà. Le meilleur test, c'est le degré de satisfaction finalement du client final. Mais moi, mon client, c'est Yvan. Donc j'ai aussi cet effet miroir qui est extrêmement important. C'est lui aussi qui va pouvoir traduire finalement, parce que moi je les qualifie souvent de traducteur. Un client moyen, un épargnant moyen, il ne sait pas véritablement ce qu'il veut, ou alors s'il le sait par avance, c'est parfois même dangereux, parce que ça veut dire qu'il y a des influences, sans jeu de mots et sans analogie, avec un nouveau métier qui s'est inventé il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a des influences qui peuvent être un petit peu néfastes, et on peut réagir comme ça au son du canon, et ça c'est presque la pire des choses. Donc ce sont aussi des modérateurs, ce sont des traducteurs et des modérateurs, et moi je l'écoute et je comprends ce dont il aurait besoin, parce qu'il va souvent me dessiner un petit peu son schéma idéal, et je vais essayer de le fabriquer, parce que comme il accompagne ses clients sur le développement de leur patrimoine, moi je l'accompagne dans le développement de son cabinet. Donc je veux l'aider à valoriser son cabinet, je veux l'aider à avoir des solutions plus pertinentes et surtout plus pérennes pour l'accompagnement de ses clients. C'est en fait être plus fort à deux, et ce binôme, le client ne le voit pas nécessairement, mais il est au cœur du quotidien de nos cabinets, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'échanges, de réunions, d'interactions avec nos partenaires, parfois très en amont, où le client verra les résultats très longtemps après. Donc c'est une collaboration, c'est un chemin qu'on fait ensemble et qui est. Est-ce que c'est une façon aussi de te sortir un peu de ton quotidien, et peut-être aussi d'avoir aussi un autre prisme ou une réassurance sur des certitudes que tu as, ou sur des questions que tu peux te poser, parce que je veux dire, mais c'est ce qui montre aussi l'humilité d'un CGP. Je veux dire, s'entourer de partenaires qui peuvent un peu tout le temps te faire revenir sur ta stratégie, ton business model. C'est aussi une façon de rassurer un investisseur. Oui, complètement. D'ailleurs, une question que certains grands clients peuvent poser à un moment donné, c'est de dire, si vous n'êtes plus là, Yvan, il se passe quoi? Et du coup, d'où l'intérêt de bien rappeler quel dispositif on a mis en place dans l'entreprise, pour la succession, quel partenaire. Moi, je rappelle aux clients qu'ils sont d'abord clients de nos partenaires qui leur écrivent directement.
Parfois, les gens se disent, mais pourquoi ils m'écrivent? Parce que vous êtes leur client, en fait. Voilà. Donc ça, c'est très simple, puisque la confiance n'exclut pas le contrôle. Et du coup, voilà, la boucle est bouclée, ce qui fait que on a intérêt, nous, à ce que nos partenaires soient bien perçus par nos clients et qu'il y ait un bon degré d'adhésion, parce que, certes, la confiance est transmissible, mais ils veulent constater que le choix a été pertinent. Alors, le partenaire, c'est celui qui fournit le produit. Qu'est-ce qui fait la différence entre le produit et un bon accompagnement ? C'est un ensemble de choses, mais c'est justement l'adaptation, l'adéquation du produit à la demande du client qui a été révélée par le conseiller. Donc chacun a son rôle là-dedans. Il y a notamment tout à l'heure une analogie que tu prenais qui forcément me tient beaucoup à cœur, puisque tu parlais du marin à bord d'un bateau. Or, je suis marin et je sais combien dans un équipage, il est important que chacun soit à sa place, soit dans son rôle et fasse confiance à l'autre. Et donc toi, tu es sûrement le tacticien ou le skipper à bord du bateau. Le client sera le barreur, et parfois le barreur a quelques velléités à prendre des libertés. On lui dit non, et il faut le remettre dans le droit chemin. Et moi, très modestement, je suis un équipier à bord que tu me feras monter à bord. Donc merci de m'accueillir sur ton bateau, parce qu'il y a un cap à tenir et il faut se conduire au mieux. Et peut-être que je me conduirai différemment sur ce bateau-là, alors que le lendemain, j'irai sur un autre bateau avec un autre. C'est une sorte de garde-fou alors. Qu'est-ce qui est le garde-fou? Thierry? Ah oui. C'est en quelque sorte. Moi, je trouve que l'analogie, elle est bonne avec la marine parce je disais dans un épisode précédent qu'il y aurait des mouvements et qu'on le disait aux clients que le voyage ne se passerait pas sans difficulté. Et on voit bien que dans un bateau, on devra vivre ensemble pendant toute la traversée. Donc, il y a ce côté partenariat de dire parfois on sera pas d'accord, parfois on sera fâché, on devra s'entendre à nouveau. Mais il y a aussi cette bataille contre les éléments autour de nous qui peuvent être merveilleux, un coucher de soleil dans le bateau formidable, et puis ça peut être la tempête de tous les diables. Et à ce moment-là, on voit bien que c'est vraiment le quotidien du CGP de devoir constituer un équipage solide, de tenir la barre et en même temps de lutter contre les éléments autour dans un voyage qui ne peut pas être parfait, qui sera un peu bousculant pour l'investisseur, mais qui nous reconnaîtra justement cette résilience, cette capacité à nous battre, à le défendre. Alors, puisque je représente à cette table l'investisseur, je pense quand même que depuis la crise sanitaire, ayant pas votre âge, mais en tout cas ayant aussi quand même quelques cycles derrière moi, je me suis quand même rendu compte que l'investisseur avait pris conscience du lien entre la macro et la géopolitique et ses finances. Je pense qu'avant, c'était pas si clair, parce qu'avant, votre métier n'existait pas autant. Et avant, le côté opaque des banques faisait que on ne voyait pas forcément directement les interactions. Peut-être sur le pétrole et encore. Alors tu remarqueras que c'est le risque qui a fait ça. C'est-à-dire que le risque est arrivé de partout. Absolument. Obligations, actions, immobilier. Et le risque a révélé cette situation de forte corrélation entre la location de mon immeuble professionnel dans une SCPI, par exemple, et le risque que je pouvais courir dans la valorisation de ce support. Donc, on voit bien que les gens, pour poursuivre l'analogie, ont compris qu'ils étaient dans un bateau et je pense que ça a tout un côté qui leur plaît, là où le private equity, par exemple, les a ramenés à l'amour, entre guillemets, des entreprises, en tout cas la vie économique. Voilà. Donc, c'est important cette connexion, mais elle est aussi un peu brutale parfois, puisqu'elle nous ramène à la réalité des choses. Avant le dernier débrief d'Yvan, Thierry, si tu résumes un bon écosystème versus un mauvais écosystème, je sais qu'elle n'est pas évidente cette question, mais tu dirais quoi en 2-3 mots ? Je dirais que le bon écosystème, ça se bâtit autour de la confiance. Le ciment qui va permettre à chacune des pièces du puzzle de faire leur œuvre, c'est cette confiance. Cette confiance, elle se bâtit, elle se mérite d'abord, elle se bâtit donc par des expériences passées, par des résiliences qu'on a pu faire valoir dans différents moments, par la compréhension donc des enjeux.
qu'est-ce que veut un client, et à chaque fois, c'est un profil très différent parce que son comportement familial, professionnel, patrimonial, ou sa posture sera différent à chaque fois. C'est ça aussi qui fait le sel finalement de leur métier. Donc, pour moi, l'écosystème, c'est ça, c'est arriver à bâtir un ensemble de compétences. On le disait tout à l'heure, on parlait d'orchestration, que l'orchestre joue juste, tout simplement, avec l'ensemble des instruments. Ils peuvent être 3, ils peuvent être 5, ils peuvent être 15, ils peuvent être 20, peu importe, mais tout ça est encore une fois mené de main de maître par le chef d'orchestre. Pour moi, chacun fait son choix. En fait, l'investisseur choisit son conseiller et son conseiller choisit son écosystème. Absolument. Donc, le bon écosystème, c'est celui qui correspond au conseiller que nous avons, et reste à trouver effectivement chacun le conseiller le plus adapté à ses attentes, à sa personnalité, à ses besoins. Voilà. Et pour répondre complètement à ta question sur le mauvais écosystème, je pense que c'est lié à quelqu'un qui serait influencé. C'est ça. En quelque sorte. Influencé peut-être, ouais. Mais qui serait effectivement qui serait persuadé d'avoir raison. Et donc notre métier, que ce soit le tien ou le mien, c'est tous les jours se dire mais si j'avais tort. Et comment justement j'arrive à anticiper soit ces erreurs prévisibles, soit ces mauvaises réactions par rapport à un fait de marché ou des choses comme ça. Donc c'est ça qui me paraît fondamental. Yvan, un dernier mot ou on passe tout de suite à ta question de bon sens? On peut résumer effectivement l'épisode qu'on vient de dérouler en rappelant qu'il y a eu 2 chemins pour les cabinets, celui de la croissance forte et celui d'une pratique plus libérale, que le cabinet en exercice libéral, lui, va davantage s'adapter à la demande par une approche totalement sur mesure, qui a un coût mais qu'il peut se permettre. L'importance de l'écosystème, c'est donc d'être entouré de partenaires souvent indépendants qui vont apporter des conseils supplémentaires, des solutions. On fait aussi appel à des grands institutionnels pour le côté rassurant, structurant, et pour avoir aussi des offres à l'international, c'est important. La sélection des partenaires, c'est le rôle du CGP. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, de dire qu'il faut toujours et encore finement sélectionner les partenaires avec lesquels le CGP fonctionne. Et puis la valeur du conseil, elle est toujours dans la stratégie, dans la cohérence. Donc le CGP, chef d'orchestre de la relation. Donc finalement, investir, c'est pas seulement choisir un placement, c'est aussi choisir les personnes avec lesquelles on travaille au quotidien. Et c'est ce qui rend ce métier très humain. Alors, ta question de bon sens aujourd'hui, elle peut aller d'ailleurs avec un épisode que nous avons fait il y a quelques temps sur l'assurance vie. Faut-il garder son assurance vie toute sa vie? C'est ça, parce qu'en fait, c'est une question qui est née de la prise de date, de dire j'ai ouvert un très vieux contrat que je garde comme un bijou précieux. Est-ce que tout ça a du sens? Alors, pour remettre dans le contexte, oui, un contrat ancien peut, dans certaines stratégies, avoir du sens et on peut le réactiver. Attention au fait que la flat tax qui était apparue en 2018 avait justement pour but de faire circuler l'épargne. Et à l'époque, je crois qu'on était à 1600 milliards d'euros d'assurance vie, donc c'est encore plus aujourd'hui. Ces mouvements-là n'ont pas tant eu lieu finalement. L'assurance vie reste assez bloquée entre guillemets. Donc pour changer la donne et pour que l'investisseur puisse avoir un contrat qui s'adapte à la situation, il faut se demander s'il peut profiter de cette loi Pacte pour avoir accès à un contrat plus moderne au sein de la même compagnie. Il peut aussi changer de compagnie. D'où le rôle du CGP de bien comparer les contrats et de voir quel est l'intérêt de l'investisseur par rapport à son projet et à son niveau de risque. Et ça nous amène tout droit aux allocations, où là, plus le contrat est ouvert, plus le CGP va pouvoir jouer une musique originale et adaptée en fait au client final. Donc, un contrat peut rester, mais en tout cas, l'allocation, elle doit évoluer.
Merci à tous les deux pour cet épisode passionnant sur l'écosystème CGP, de l'AGP. Avons-nous un bon écosystème pour investir? Merci Thierry Schur, j'étais ravie de faire ta connaissance. Également. Merci beaucoup Thierry. Yvan, on se retrouve dans 15 jours. Voilà, à bientôt. Salut. Yvan, pour terminer cet épisode, comme à chaque fois, on va parler de ton guide de la gestion de patrimoine. Voilà, pour orienter les investisseurs et les auditeurs, on a pensé à un guide pratique qui rassemble une 50aine de fiches sur l'ensemble des sujets de la gestion de patrimoine. Famille, immobilier, placement, transition, voilà, c'est ça ? C'est ça. D'ailleurs, on peut le télécharger gratuitement en description de cet épisode ou alors depuis ton profil LinkedIn, c'est ça ? C'est ça. Yvan Boutier, Bouttier. Et on peut également s'inscrire à la newsletter, le fil patrimonial. Voilà, vous serez inscrit si vous téléchargez le guide. Le fil patrimonial, c'est une newsletter qui paraît un lundi sur 2 et qui décrypte toute l'actualité économique et financière. Et bien sûr, son impact concret sur votre patrimoine. Voilà.